notre invité politique ce matin, c'est Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Et on commence évidemment par la crise des carburants. Laurent Jacobelli, face aux pénuries de carburant, aux files d'attente qui s'allongent dans les stations-service, Elisabeth Borne a donc annoncé hier la réquisition des personnels d'Esso pour débloquer les dépôts. C'est la bonne réponse ? Comme toujours, ce gouvernement attend qu'il soit trop tard pour réagir avec des mesures toujours un peu dures, un peu brutales, même si elles sont nécessaires. Moi, je me rappelle de l'interview de M. Véran, porte-parole de ce même gouvernement, qui nous disait il y a quelques jours, pénurie d'essence. Oh ben jamais, il n'y a absolument aucun risque. Ces gens ne préparent rien, ne voient jamais les catastrophes arriver. Et quand elles arrivent, ils réagissent et il est trop tard. Vous savez... il ne va pas falloir laisser les Français sans essence. C'est dangereux. Des ambulances roulent avec de l'essence, des camions de pompiers. Donc il va falloir, bien évidemment, débloquer les dépôts d'essence et, malheureusement, évidemment, prendre les décisions qui s'imposent. Donc des réquisitions. Bien sûr, mais c'est trop tard. Il aurait fallu réagir avant, négocier avant. Ce gouvernement aurait pu voir des signaux. Quand le patron de Total s'augmente de 52%, quand cette même entreprise fait des surprofits de 16 milliards d'euros en un an, eh bien là, il aurait dû prendre des résolutions. Il aurait dû s'assurer de la redistribution de cet argent, notamment auprès des Français. Nous, vous savez, on propose... Total a fait de remise à la pompe. Oui, d'accord. On a vu aussi que cela générait un certain nombre de stations fermées. De redistribuer auprès des salariés, c'est ça ? D'abord auprès des Français. Nous, on voulait créer une surtaxe de 25% sur les surprofits, c'est-à-dire les profits générés par la crise en Ukraine ou par l'inflation. Mais là, ce sont les salariés qui... Mais il fallait probablement aussi réfléchir avec les salariés. Imaginez le symbole, un patron qui s'augmente de 52%, qui ne fait pas la même chose avec les salariés. L'anticipation, la préparation, la gestion de crise. Voilà ce que ne s'est pas fait le gouvernement. Il aurait fallu que le gouvernement se glisse dans les négociations entre la direction de Total et les salariés ? En tout cas, il aurait dû suivre ça de plus près et ne pas se retrouver le bec dans l'eau. C'est à l'État de faire ça ? C'est à l'État de gérer des négociations salariales à l'intérieur des entreprises ? De préparer. L'État ne gère plus rien. Nous allons de crise en crise avec un État qui est là, les bras ballants, et qui explique aux Français, la crise est là, il va falloir vous serrer la ceinture, il va falloir arrêter de rouler. En fait, on a un gouvernement qui gère la galère des Français. La galère dans les transports, les galères dans les soins, la galère dans la consommation, la galère dans l'inflation. Les Français sont en galère dans tous les domaines et on a un gouvernement qui les regarde et qui dit mes pauvres amis, il va falloir que ce soit vous qui fassiez les efforts. Il y en a marre, il faut un gouvernement qui agisse. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on assiste à une atteinte au droit de grève ? Écoutez, je crois que la réquisition est un phénomène qui existe. Il va falloir qu'elle se fasse dans les règles. Il va falloir qu'elle se fasse le plus courtoisement, j'allais dire, possible. Mais notre pays ne peut pas vivre sans carburant. C'est une évidence. Là, il y a des réquisitions chez Esso. C'est ce qui a été annoncé hier. Est-ce que vous demandez aussi des réquisitions chez Total ? Total qui a annoncé ce matin que la grève était reconduite dans tous les sites impliqués. Si c'est nécessaire et qu'il faut le faire pour assurer la vie normale des Français, il faudra le faire. Dès ce matin ? Dès aujourd'hui ? Écoutez, je ne suis pas aux affaires, mais s'il faut le faire dès aujourd'hui, il faut le faire dès aujourd'hui. Une fois encore, la France ne peut pas être bloquée. Mais, je le répète, nous vivons, comme nous avons vécu dans tous les domaines, le manque d'anticipation de ce gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à la CGT qui dit on nous interdit du coup de revendiquer et d'exprimer nos revendications ? Non, mais revendiquer, c'est pas bloquer. Il y a d'autres moyens de faire valoir ces demandes, légitimes ou pas, c'est pas à moi d'en juger, que par le fait de bloquer un pays. Et il y a derrière des enjeux de santé, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux économiques. Notre pays va très mal. Donc chaque atteinte à l'activité économique, chaque atteinte à la sécurité supplémentaire met notre pays en grave danger. Un dernier mot là-dessus, puisque vous parlez de la taxe sur les superprofits. Le gouvernement a présenté un amendement au budget qui crée une contribution de solidarité exceptionnelle, justement, sur les bénéfices de ces entreprises. C'est une bonne nouvelle pour vous, finalement, c'est une forme de taxe sur les superprofits ? Oui et non, parce que vu comment c'est rédigé, on n'est pas bien sûr de ce que cela donne. Moi, si le gouvernement est sincère, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas voté notre amendement et notre projet que nous l'avons présenté. Probablement pour des raisons politiciennes. Pour vous, c'est parce que ça venait de vous ? Évidemment, vous avez bien compris que ce gouvernement n'acceptera jamais aucune des mesures que nous proposons. Tiens, par exemple, on parle du carburant. On voit bien que les Français, aujourd'hui, ont du mal à faire leur plein. Ça continue. On revoit des prix du litre à 2 € revenir. Je vous rappelle qu'à la fin du mois, les ristournes vont diminuer, que les Français vont se retrouver à nouveau devant une essence très chère. Nous, on a une solution simple. Passer la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques. Le gouvernement s'obstine à ne pas le faire, alors que d'autres pays d'Europe l'ont fait. Alors il nous ment. Il nous dit qu'on ne peut pas parce qu'on est en Union européenne, il nous dit parce que ce n'est pas raisonnable. C'est faux, d'autres pays le font et ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'ils refusent ? Je crois que c'est parce que ça vient de nous.
On va parler de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, des questions d'actualité un peu houleuses. On va regarder cet échange entre le député du Rassemblement national, Alexandre Loubet, et le ministre Bruno Le Maire. Monsieur Loubet. Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. Monsieur le député Loubet, j'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait de la politique au service de la France et des Français. Alors, au mois de juillet, vous avez revendiqué le fait d'être une opposition calme, respectueuse des règles. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde cette scène, on assiste à un changement de ton? Est-ce qu'il va durer? Pas du tout. Le mot lâche est un adjectif qualificatif, ce n'est pas une insulte, c'est un trait de caractère. Négatif, on est d'accord, mais c'est un trait de caractère. Et il se trouve que ce trait de caractère est celui de Monsieur le maire. Dire la vérité à l'Assemblée nationale, c'est pas insulter. En revanche, empêcher un député de dire la vérité, ça commence à devenir un petit peu dangereux. De même, un autre député a dit que Monsieur Pap Ndiaye était communautariste. Il est communautariste. Ce n'est pas une insulte pour Monsieur Pap Ndiaye, c'est un trait de caractère. Si on ne peut plus parler librement à l'Assemblée nationale, alors c'est un recul terrible de la démocratie. Remettre en question l'attitude, le comportement d'un ministre sans insulter, je le répète, l'âge n'est pas une insulte. Alors si on ne peut plus faire ça, eh bien c'est un recul terrible. On voit bien que le gouvernement perd ses nerfs, on voit bien qu'il s'impatiente. À travers ces mots, vous faites un peu de provocation quand même. Non, là, vous faites un peu ce qu'a fait la NUP pendant sûrement tout le mois de juillet. La NUPES insulte, elle insulte par son attitude physique, elle insulte par les mots qu'elle prononce. Le mot lâche, je le répète, n'est pas une insulte. Un lâche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui recule devant l'obstacle. Quelle meilleure définition que cela de M. Bruno Le Maire, qui est incapable de ramener la souveraineté industrielle en France, qui laisse partir des pépites de l'industrie, notamment de l'industrie de défense, ce qui est très grave, dans les mains des Américains ou de puissances étrangères. Oui, c'est de la lâcheté. Alors, ça veut dire que vous ne présenterez pas d'excuses, puisque Bruno Le Maire vous demande des excuses. Est-ce que vous allez présenter des excuses? La France n'est pas un pays où on s'excuse quand on dit la vérité. Donc non. Alors, ce mot a provoqué un certain brouhaha dans l'hémicycle. Votre groupe a décidé de quitter l'hémicycle hier après-midi. Les Français, depuis le mois de juillet, regardent ce désordre au sein de l'Assemblée nationale d'un œil un peu perplexe, voire parfois critique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne image à donner de la politique? Moi, je crois qu'il y a une instrumentalisation. L'instrumentalisation de la caisse de résonance qu'est l'Assemblée nationale, notamment par la NUPES, qui se comporte n'importe comment, qui a fait de ce cœur de notre démocratie un cirque ambulant. Et il y a une utilisation par le gouvernement qui joue les vierges effarouchées à la moindre parole pour faire croire qu'il serait insulté. Non, le mot en soi, le ministre n'aurait pas dû réagir comme ça. Madame la présidente de l'Assemblée n'aurait pas dû rappeler à l'ordre Alexandre Loubet. Moi, je rappelle que dans ce même hémicycle, nous avons été traités de nazis, de fascistes, de pétainistes, que même un député de la majorité a tendu le bras en l'air lorsque nous nous sommes exprimés. J'ai l'impression qu'il y avait moins de révolte, alors que là, c'était vraiment des insultes. Alors, hier, la députée de la majorité, pour le coup, Astrid Panosyan, a pris aussi, elle aussi, un rappel à l'ordre, un rappel de la part de Yaël Braun-Pivet, parce qu'elle s'est adressée à vos députés en disant « difficile de masquer un ADN xénophobe vieux de 50 ans ». Ça veut dire que là, la sanction de Yaël Braun-Pivet, elle est justifiée? Là, c'est une insulte. Xénophobe, c'est une insulte. Parce que Mathilde Panot a dit c'est à caractère politique. Non, mais Mathilde Panot, c'est une caractéristique politique. Mathilde Panot est l'illustration du mot outrance, donc on ne va pas s'attarder sur son cas. Mais ce que je crois... Donc ADN xénophobe, c'est une insulte, mais là, chez un ministre, c'est pas une insulte. Bah oui, clairement. Regardez le dictionnaire, vous verrez en face du mot lâche qu'il n'y a pas marqué insulte. Xénophobe, clairement, ça fait référence notamment à des choses qui sont interdites, etc. Donc oui, c'est une insulte. Mais une fois encore... Vous voyez bien qu'elle ne sanctionne pas que les députés du Rassemblement national. Elle a aussi sanctionné une députée de sa majorité. Oui, d'accord, mais pas pour des faits de la même gravité. Mais honnêtement, est-ce que vous croyez que ce matin, c'est le sujet que nous devons évoquer à propos de l'Assemblée nationale? Il y a aujourd'hui un budget qui est proposé au vote. Un budget qui ne répond en rien aux défis de notre pays, aux défis de l'école, aux défis de la sécurité, aux défis de l'industrialisation, aux défis du chômage, aux défis de la dette. Tout cela n'est pas répondu. Alors le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Comme à son habitude, il détourne l'attention. C'est exactement la manipulation qu'a fait hier M. le maire. Mais c'est parce que vous avez fait, j'insiste, c'est parce que vous avez fait en décidant de quitter l'hémicycle. Vous envoyez une image aux Français qui est forte. De quitter l'hémicycle, c'est pas anodin. Nous disons aux Français, nous sommes une opposition déterminée. Nous continuerons à dire la vérité, coûte que coûte. Nous sommes en démocratie, nous sommes probablement les défenseurs les plus ardents de cette démocratie dans l'hémicycle. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas les 13 millions d'électeurs de Marine Le Pen se faire maltraiter à l'Assemblée nationale. Jamais.
On va parler du budget du 49.3. Oui, le gouvernement dit lui-même que ce 49.3 paraît incontournable. Est-ce que vous l'espérez rapide ou est-ce que vous espérez avoir des débats qui s'étalent quand même un peu dans l'hémicycle? Mais évidemment que le principe même de l'Assemblée nationale, c'est le débat, que nous regardions chaque point, que nous en discutions. Nous avons des points à amener au débat. La priorité nationale, la baisse de la TVA, on en a parlé, la réindustrialisation, l'effort scolaire qui est à faire, l'effort sur la sécurité, l'aide à nos communes. Lequel aimeriez-vous voir inscrit dans ce budget? Écoutez, il y en a beaucoup. Je pense que la priorité nationale recouvre beaucoup de sujets. Elle recouvre le logement, elle recouvre l'emploi, elle recouvre l'impôt, elle recouvre beaucoup de choses. Et c'est au cœur de notre programme. Le 49.3, c'est une solution de facilité. Si vous me le permettez, c'est une solution un peu lâche. Décidément. Vous allez déposer une motion de censure, votre groupe va déposer une motion de censure. Elle a peu de chances de passer puisque le groupe Les Républicains, visiblement, ne la votera pas. À quoi ça sert ? Écoutez, qui sort le 49.3 retrouve une motion de censure en face de lui. C'est le jeu. Et on le sait, le gouvernement ne sera pas surpris. Je suis très heureux que nous présentions cette motion de censure et nous la voterons, nous, évidemment. Les Républicains seront au pied du mur. Est-ce que c'est une force d'opposition ou est-ce qu'ils sont simplement les supplétifs d'un gouvernement en mal de vote? Est-ce que pour défendre leur siège coûte que coûte, ils sont prêts à toutes les compromissions? Est-ce qu'ils acceptent que la France... Ils s'opposent au budget, les Républicains. Ils s'opposent, mais ils ne s'opposent pas, en fait, au final. S'ils s'opposent, alors qu'ils votent la motion de censure. Voter le budget et voter une motion de censure. Mais non, parce que si on vote un budget sans le négocier, eh bien ça veut dire qu'on ne parle pas des 600 milliards de dettes qui vont être aggravées de 150 milliards supplémentaires. On ne parle pas des 5,4 millions de chômeurs qui font que nous sommes en chômage endémique. On ne parle pas de la baisse de productivité des entreprises françaises. On ne parle pas de l'écroulement du niveau scolaire. On ne parle pas de l'immigration et de la sécurité. S'ils acceptent qu'on ne parle pas de tout ça, à quoi servent-ils? Vous voterez pas la motion de la NUP, vous? Pourquoi pas? Ah si, vous pourriez? Mais bien sûr. Une fois encore, nous avons toujours le même principe. Nous votons en fonction de l'intérêt des Français, quelle que soit l'origine de l'amendement, du projet ou de la proposition de loi, ou même de la motion de censure. Donc qu'est-ce qui va vous décider? Oui, ça sera oui, le vote de la motion de la NUP? Mais nous verrons bien quelle motion de censure est proposée à l'Assemblée nationale. D'où qu'elle vienne, nous la voterons. Cette nuit, les oppositions ont détricoté la loi de programmation budgétaire. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, parle de coalition de l'irresponsabilité. Tiens, irresponsable, c'est pas une insulte d'ailleurs. On laisse M. Attal parler comme ça aux députés de la nation. Vous voyez, ce deux poids deux mesures est quand même très inquiétant. Non, au contraire, c'est très responsable. Par exemple, cette nuit, grâce notamment à l'action des députés du Rassemblement national, nous avons tordu le cou à un projet du gouvernement qui était une crise d'austérité pour les communes, notamment, sur le budget des communes. On leur demande de plus en plus, on réduit leurs ressources fiscales et en même temps, si je puis dire, on leur demande de faire des efforts budgétaires. Alors d'ailleurs que le budget de l'État serait en déficit. Faites ce que je dis, mais non pas ce que je fais. Eh bien, nous avons permis de casser ce projet. Nous en sommes très fiers. C'est ça une opposition constructive, c'est ça une opposition de terrain, c'est ça une opposition à l'écoute. Un mot sur ce qui concerne la défense, notamment la loi de programmation militaire, puisque c'est un sujet que vous suivez à l'Assemblée. Elle doit être présentée avant la fin de l'année pour la période 2024-2030. Il y a des inquiétudes parmi les parlementaires, surtout dans le contexte actuel. Évidemment, vous faites partie de ceux qui s'inquiètent? Oui, c'est extrêmement inquiétant. Alors, il faut noter effectivement que le budget serait en augmentation de 3 milliards pour passer à 44 milliards annuels. Mais ces 3 milliards correspondent à peine, finalement, à l'augmentation due à l'inflation. Il y a un retard qui a été accumulé pendant des années. Nous avons évalué à 55 milliards le besoin, c'est-à-dire 11 milliards supplémentaires, c'est d'ailleurs ce que proposait Marine Le Pen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura finalement des pénuries d'armement, ça veut dire que si nous sommes attaqués, nous ne tiendrons pas longtemps, ça veut dire qu'il y aura un problème de recrutement, et tout ça, il faut l'affronter dans la crise terrible que nous vivons. Une guerre qu'on appelle de haute intensité, une guerre de terrain, n'est plus du tout improbable aujourd'hui, et il faut le dire, si elle arrivait, nous ne serions pas prêts. On passe à l'Ukraine. Oui, justement. La Russie, depuis lundi, a lancé une offensive importante. Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète? Oui. Oui, c'est très inquiétant. Bien sûr, lorsque les armes parlent, lorsque la diplomatie recule, c'est très inquiétant. Il ne faut pas oublier que l'objectif, ce n'est pas la guerre. L'objectif, c'est la paix. Et force est de constater que les efforts diplomatiques n'ont pas été suffisants, n'ont pas été construits. Et nous regrettons avec le groupe Rassemblement national que la France n'ait pas eu une position
plus équidistante, une position qui permette le dialogue et qui permette de sortir. Il a fait au début de la guerre, Emmanuel Macron. Il dialoguait avec Vladimir Poutine, il dialoguait avec Vladimir Zelensky. Vous savez, quand vous avez des propos très durs envers la personne avec qui vous dialoguez, quand vous vous faites filmer pendant les dialogues et que vous diffusez ça sur France Télévisions, vous n'êtes plus un interlocuteur crédible. Soyons très clairs. Il y a un agresseur et un agressé. C'est clairement la Russie qui a agressé. C'est clairement Vladimir Poutine qui a une attitude guerrière inacceptable aujourd'hui. Et c'est clairement l'Ukraine dont il faut retrouver les frontières et la souveraineté. Mais le dialogue est une notion qui a été perdue. D'autres pays jouent ce rôle aujourd'hui. La Chine, la Turquie. Mais Emmanuel Macron dit j'ai dialogué avec Vladimir Poutine au début, et puis finalement le dialogue s'avère impossible. Et donc il a raté, c'est un aveu d'échec. Est-ce qu'il faut pour autant se livrer à la course à l'armement? Est-ce qu'il faut pour autant se livrer à la course à la Il a envoyé d'armes en Ukraine pour vous? Il faut arrêter d'envoyer des armes en Ukraine? En tout cas, il faut faire très attention. Il faut faire très attention pour deux raisons. D'abord, de ne pas devenir belligérant et ne pas dépouiller. C'est où la limite? Et ne pas dépouiller nos armées, parce que je rappelle que ces armes ne sont pas des armes qui sont construites pour l'occasion. Ce sont des armes qui viennent de nos propres équipements, qui sont déjà insuffisants. Il a tort aujourd'hui de renforcer les effectifs en Roumanie, par exemple? Qu'on soit vigilant en Roumanie, non, c'est pas forcément quelque chose de critiquable. Là où il a tort, le président de la République. Renforcer les troupes là-bas. Écoutez, j'ai pas tous les éléments, mais a priori, c'est une hypothèse qui n'est pas forcément farfelue. En revanche, je trouve que l'effort diplomatique qui a toujours incombé à la France dans son histoire, je me rappelle de la politique gaulienne en matière d'affaires étrangères, n'a pas été mené à son terme, n'a pas été mené tambour battant, et malheureusement d'autres pays, j'allais dire un peu moins dignes de confiance, comme la Turquie, ont pris ce rôle. Vous trouvez que l'effort militaire, lui, a été trop important ? Je trouve qu'avant de livrer des canons César à l'Ukraine en dépouillant nos armées, il aurait fallu réfléchir. La France est le pays d'Europe qui consacre le moins d'argent à l'aide à l'Ukraine aujourd'hui, quasiment. C'est normal ? Non, vous parlez d'argent. Moi, je vous parle d'armement. C'est pas forcément exactement la même chose. Clairement, il faut aider l'Ukraine. Je pense qu'il faut l'aider notamment en accueillant des réfugiés. Il faut maintenir des sanctions contre la Russie. Pas sur les biens énergétiques, parce que ça, c'est les Français qui en payent le prix. Mais sur les biens de haute technologie, sur les avoirs des oligarques, il faut bien évidemment mener des actions. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En revanche, lorsque ces actions sont nuisibles à l'intérêt de la France et à l'intérêt de la paix, il ne faut pas les mener. Et là, il faut réaccueillir des réfugiés. La situation s'aggrave aujourd'hui en Ukraine. S'il le faut, il faut le faire. Vous voyez, la question que pose cet accueil des réfugiés ukrainiens, c'est quand il y a des vrais réfugiés, des gens qui fuient vraiment la guerre. Aujourd'hui, nous n'avons plus les structures d'accueil. Pourquoi ? Parce qu'elles sont remplies de gens qui sont de faux réfugiés. Et donc ça remet en cause même notre politique de droit d'asile et d'analyse des réfugiés que nous devons accueillir en ne sélectionnant pas finalement, en ne faisant pas le tri entre les faux réfugiés et les vrais réfugiés. Nous mettons les vrais réfugiés en danger. On va parler d'un autre sujet, on va parler de la réforme de la police judiciaire, une réforme controversée présentée par Gérald Darmanin, contestée par les policiers, contestée aussi par les procureurs. Est-ce que Gérald Darmanin doit la maintenir? Est-ce que vous soutenez, vous, cette réforme? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a à voir aujourd'hui l'attitude des policiers qui envoient un signal très clair à M. Darmanin, très fort. Quand on voit des policiers tourner le dos à des officiels dans certains commissariats, comme on l'a vu, c'est que la situation est grave, parce que ce sont en général des gens qui ont un droit de réserve et qui l'appliquent strictement. M. Darmanin est hors sol. Comme tous les ministres de ce gouvernement, il prend des décisions dans son coin avec seulement deux objectifs. Sauver sa peau et faire de la com'. Voilà. L'intérêt général semble absent de leurs préoccupations. La concertation semble absente de leur méthode. Clairement, ça ne passe pas. Alors clairement, il faut revoir la copie. Courant ce deuxième semestre 2023, ça laisse le temps de la concertation pour le coup. Bah oui, mais enfin apparemment, les annonces ont été faites avant les concertations. Mais surtout, M. Darmanin devra, je crois, à un moment, faire son propre bilan. Explosion de l'immigration légale et illégale, explosion des agressions, insécurité permanente et partout, dans le moindre village. On l'a vu avec la crise des rodéos, on le voit avec les cambriolages qui ont lieu. Monsieur Darmanin n'est pas compétent, n'est pas efficace. Alors il y a une loi qui est examinée en ce moment même au Sénat, qui sera examinée après l'Assemblée, la loi Lopmi, qui prévoit justement plus de moyens pour les forces de l'ordre. Est-ce que vous allez la voter, cette loi? Mais s'il y a plus de moyens pour les forces de l'ordre, nous verrons le texte, mais c'est probable que nous le votions. Mais ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de soutien aussi. Quand on a un président de la République qui laisse dire qu'il y aurait un racisme endémique et systémique dans la police, clairement, c'est pas un soutien moral. Gérald Darmanin, il ne soutient pas assez les forces de l'ordre pour vous? Parce que beaucoup lui reprochent le contraire, de trop soutenir les forces de l'ordre. Il les soutient dans la parole, et c'est déjà beaucoup par rapport au ministre précédent. Mais dans l'action, il se passe quoi? Mais le problème, je vais vous dire, c'est à la fois M. Darmanin, mais c'est aussi et surtout M. Dupond-Moretti, qui est le ministre des prisonniers plutôt que le ministre des victimes, qui est le ministre des racailles plutôt que le ministre des policiers. Et donc, quand la justice est laxiste, vous pouvez mettre 100 000 policiers derrière chaque voyou. Si ce voyou, au final, n'est pas jugé et ne va pas en prison, tout cela ne sert à rien.
On parlait d'Édouard Philippe, qui est renvoyé devant la Cour de justice. Puisqu'on parle de justice, qui est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour sa gestion du Covid. Les magistrats envisagent une mise en examen de l'ancien Premier ministre. Est-ce que, de votre point de vue, c'est une décision qui est justifiée ? Écoutez, nous verrons bien ce qui lui est clairement reproché. Il est en tout cas justifié de faire le bilan de cette politique. Est-ce que ça doit se faire sur la justice ? Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je respecte les décisions de justice. Clairement, on a là un homme, un chef de gouvernement, qui, lorsqu'il a eu les premières alertes venues de Chine, n'a pris aucune décision d'urgence. Lorsqu'il a fallu protéger les Français, il nous a déclaré que le masque ne servait à rien, pour cacher d'ailleurs le fait que les stocks avaient été détruits. On a un Premier ministre qui a couvert un gouvernement, qui a menti et qui a failli. Eh bien, dans une république, ça ne peut pas rester sans sa convocation devant la bilan. CJR est justifiée ou pas ? Écoutez, qu'ils doivent s'exprimer, qu'ils doivent se justifier, paraît logique. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une accusation et une mise en examen ? Nous verrons bien. De quelle manière ça pourrait être examiné, puisque vous souhaitez que Moi, je pense que là, le Parlement a beaucoup à faire dans des commissions d'enquête, etc. Et le Sénat l'a fait, il s'est déjà exprimé devant le Sénat et devant la commission d'enquête. Sauf qu'au bout d'un moment, lorsque c'est sans effet, que les mesures qui ont amené à prendre ces décisions iniques ne sont pas corrigées, on voit bien d'ailleurs, crise après crise, ce gouvernement n'a tiré aucune leçon des crises passées. Toujours impréparé, toujours dans la course à la mesure de restriction, toujours à faire payer aux Français, en réduisant leur liberté, le manque de préparation. Et là, vous demandez une nouvelle commission d'enquête à l'Assemblée, ou je comprends mal ? Non. Je vous dis que ce serait le rôle de l'Assemblée. Le problème, c'est que lorsque l'Assemblée fait des commissions d'enquête, derrière, malheureusement, il ne se passe rien. Une dernière question, Christelle. Oui, le 5 novembre prochain, le Rassemblement national aura un nouveau président. 2 candidats sont en lice. Louis Alliot, Jordan Bardella, vous soutenez qui, vous, aujourd'hui ? Je soutiens Jordan Bardella, parce qu'avec Jordan, je crois, notre parti a montré qu'il était capable de devenir un parti de gouvernement. Jordan, avec Marine Le Pen, ont fait un duo exceptionnel dans toutes les dernières élections. L'élection présidentielle, où le parti a largement soutenu la candidate, et nous avons traversé des crises. Avec l'arrivée d'Éric Zemmour, par exemple, nous les avons traversées sans dommage. C'est Marine Le Pen qui va rester la patronne, Laurent Jacobelli. Marine Le Pen est présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Elle est la figure tutélaire de notre mouvement. À titre personnel, je souhaite qu'elle soit notre candidate en 2027 parce qu'elle en est tout à fait capable, qu'elle a ce lien particulier avec les Français. Jordan Bardella a fait un super boulot. Elle en a envie aujourd'hui ? Écoutez, elle est la seule à pouvoir vous répondre. Jordan Bardella a fait un super boulot. On ne change pas une équipe qui gagne. J'espère qu'il sera notre président. Merci Laurent Jacobelli. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de la Dépêche, c'est évidemment la crise des carburants. La France à sec, ça suffit. C'est à la une de votre journal, Christelle. Merci Christelle, à mercredi. Et merci beaucoup Laurent Jacobelli. On passe au Club des Territoires.